fois encore, Team for the Planet ouvre l'investissement en direct dans 3 nouvelles innovations. Ils prétendent construire un avenir meilleur, mais regardez! Avec GreenSpot, ils veulent mettre fin au gaspillage en réinjectant les coproduits alimentaires dans la production. Avec Entente, ils veulent récupérer les chaleurs perdues sacrées de nos usines pour les convertir en électricité. Et Midipile, le premier utilitaire électrique homologué capable de parcourir 130 km sans brûler une seule goutte de carburant. Blasphème! Ils veulent nous enlever nos moteurs. Empêchez-les! Gardez votre argent à l'abri. N'investissez surtout pas dans ces innovations. Je répète, ne les financez surtout pas. Quelle merveilleuse journée! C'est une fois par an, et c'est maintenant, les investissements en direct dans les étoiles de Team for the Planet. Alors les étoiles, vous le savez maintenant puisque vous êtes actionnaire, certainement depuis un bon moment pour beaucoup d'entre vous. Et donc les étoiles, ce sont les innovations dans lesquelles nous avons collectivement investi via Team for the Planet. Et donc depuis 2 ans, vous avez cette nouvelle possibilité qui est d'investir directement dans une ou plusieurs étoiles de votre choix. Tous les ans, on va vous permettre d'ouvrir comme ça le capital et de faire en sorte que vous puissiez devenir investisseurs spécifiquement dans une ou plusieurs étoiles. Alors pourquoi on fait ça ? Parce que les étoiles, au fur et à mesure qu'elles se développent, ont de nouveaux besoins de financement. Et quand elles atteignent un certain stade de développement, eh bien, en général, elles peuvent commencer à s'adresser aux investisseurs du type fonds d'investissement, les investisseurs financiers. Mais nous, on s'est dit que ce serait bien de vous proposer à vous, actionnaires Team for the Planet, une exclusivité parce que vous nous avez suivis depuis le départ. C'est grâce à vous que tout ça est possible. Et donc, vous avez cette possibilité qui maintenant ne vous est ouverte qu'à vous. Et ce qui est complètement fou, c'est que désormais, nous arrivons à rassembler plusieurs millions d'euros par an exclusivement avec les actionnaires de Team for the Planet pour pouvoir comme ça créer une nouvelle possibilité d'investissement. Cette année, nous avons donc 3 innovations qui sont ouvertes à l'investissement. Et donc, le live d'aujourd'hui sera découpé en 3 parties, plus une. Alors, pourquoi 3 parties plus une ? Parce qu'il y a aussi un point important, c'est que nous ne pouvons pas nous-mêmes opérer l'investissement. Ça veut dire quoi, opérer l'investissement ? Il ne s'agit pas, je vous le dis tout de suite, d'ouvrir le corps de qui que ce soit. Il s'agit simplement de faire en sorte que l'argent qui est chez vous arrive jusqu'à la participation, c'est-à-dire l'étoile. Pour ça, nous avons besoin d'un partenaire. Ce partenaire s'appelle Kinest et ça tombe bien. Je suis avec Ronan. Ronan, cofondateur de Kinest, je te propose de te présenter. Merci beaucoup Mehdi et ravi d'être là du coup pour cette nouvelle année d'investissement en direct dans les étoiles de Team for the Planet. Donc moi je suis Ronan Labruni, cofondateur et directeur général de Kinest. Et Kinest, pour vous dire en quelques mots du coup ce qu'on fait, on est un club d'investissement qui est dédié à la transition énergétique, au climat et à faire advenir un monde plus soutenable. Et c'est tout naturellement qu'on a commencé à travailler avec Team for the Planet il y a maintenant quelques temps. Ça s'est matérialisé en 2025 avec déjà 4 levées de fonds qu'on a opérées ensemble, en partenariat. Et très heureux aujourd'hui de pouvoir, en 2026, du coup, lancer ces 3 nouvelles levées ensemble. Alors Ronan va nous accompagner tout au long de ce live pour pouvoir répondre aux questions spécifiques, purement financières, qui sont liées vraiment à la levée des fonds. Et donc, ce sera toi qui investira très probablement, mais qui surtout interviendra sur ces sujets tout au long de ce live. Sans transition aucune, nous allons pouvoir passer à la première étoile. Sachez que tout au long de ce live, vous pouvez poser des questions. Je dirais même, vous devez poser des questions, car c'est quand même l'objectif, c'est de pouvoir répondre à tout ce qui peut vous passer par la tête qui concerne les étoiles en question. Je vais donc introduire maintenant la première étoile. Ils sont toujours à l'heure, enfin, quand il est l'heure de déjeuner, c'est midi pile. Nous allons commencer par une petite vidéo qui vous permet d'avoir un premier aperçu de l'innovation. Et juste après, nous accueillerons le fondateur Benoît Trouvé. Ni un vélo, ni une voiture, un nouveau véhicule pensé pour la ville et la planète. Le transport représente environ 16% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial. En ville, 15 à 25% du trafic sont liés aux livraisons. Et la logistique du dernier kilomètre peut représenter jusqu'à 30% des émissions de CO2 dans les grandes métropoles.
Chez Midi Pile, nous développons une nouvelle génération de véhicules électriques pensés pour une logistique urbaine propre, efficace et accessible. Et aujourd'hui, nous vous proposons de devenir actionnaire de cette nouvelle mobilité. Notre solution, un micro-utilitaire électrique capable de transporter jusqu'à 300 kg de charge utile, en consommant jusqu'à 10 fois moins d'énergie qu'un utilitaire thermique classique. Résultat, moins d'émissions, moins de bruit, une mobilité parfaitement adaptée au centre-ville et sans compromis sur l'efficacité opérationnelle et la sécurité. Compact, robuste et simple à utiliser, il permet aux professionnels de circuler facilement en ville tout en transportant du matériel et des colis. Ce véhicule est un vrai couteau suisse et s'adapte à tous les métiers. Avec plusieurs dizaines de véhicules déjà vendus et déployés, nous avons montré qu'il est possible pour les entreprises de diviser par 10 leur empreinte carbone liée à la mobilité, tout en divisant leur coût opérationnel par 3. Notre véhicule est à présent homologué. Nous sommes officiellement le premier véhicule à pédale qui roule jusqu'à 45 km/h. Nous entrons désormais dans une phase d'accélération vers les centaines puis les milliers de véhicules produits et déployés. Chaque année, c'est 2 millions de camionnettes diesel qui sillonnent chaque jour nos villes pour livrer, réparer ou entretenir. C'est un marché à 2 milliards et il va falloir électrifier l'ensemble du parc. Midi Pile, c'est le globule rouge de l'économie décarbonée. Électrique, léger, robuste et made in France. Les fonds levés permettront de recruter des équipes pour industrialiser notre ligne de production, pour structurer un réseau de distribution à grande échelle et assurer le service après-vente. Midi Pile, c'est toute une équipe d'ingénieurs, de designers, d'industriels et d'entrepreneurs qui partagent une conviction simple. Pour décarboner le transport, il faut le bon véhicule. Alors rejoignez-nous et tous ensemble, donnons un coup de pédale pour accélérer la transition. Eh bien, Benoît nous a donc rejoint. Benoît, je te laisse te présenter en quelques mots. Alors, je suis Benoît Trouvé, président fondateur de Midi Pile. Moi, je suis un ancien de l'automobile, je suis un ancien de Stellantis. J'ai à mon actif le développement des premières générations d'hybrides diesel. Donc, si vous roulez avec un HY4, il y a un petit peu de moi là, dans ce genre de véhicule. Je suis très content d'être là. J'ai hâte de pouvoir répondre à toutes les questions. On est dans une phase extrêmement excitante et extrêmement intéressante. On est en train de restructurer un marché historique et j'ai hâte d'en découdre. Alors, pendant que les premières questions vont nous être adressées, je vais t'en poser deux, qui sont celles qui sont de toute façon les plus importantes pour les actionnaires Team for the Planet. La première, c'est comment est-ce que vous faites pour décarboner, puisque c'est quand même ça l'objectif fondamental que nous avons tous en commun. Eh ben, on a un niveau de lecture assez simple. On a des plus petits objets. Donc, qui dit plus petits objets dit moins de masse. Et pour déplacer moins de masse, moins d'énergie, moins de matières premières, moins de batterie. Si on fait un comparatif avec un véhicule diesel, une camionnette diesel telle qu'on la connaît aujourd'hui, on va faire une division par 10 des émissions cumulées de CO2 sur l'ensemble du cycle de vie. Donc bien la fabrication, l'usage, éventuellement reconditionnement, recyclage. Et si on le compare à une camionnette électrique, on est dans l'ordre de grandeur de 4 à 5. Donc ça reste aussi pas 10%, 20% de mieux, mais vraiment des multiples très intéressants. Évidemment, cette innovation doit passer à l'échelle pour décarboner en masse, et c'est bien ce qu'on compte faire. Donc à chaque fois que vous vendez un véhicule, à chaque fois qu'une étoile Team for the Planet fait 1 € de chiffre d'affaires, c'est donc du dividende climat, c'est-à-dire du CO2 évité. Donc si on veut que ce soit massif, il faut donc vendre massivement. Et pour ça, il faut bien comprendre quelle épine on enlève du pied de quel client. Est-ce que tu peux nous dire ça en quelques mots ? Oui, pareil, assez intuitif, on doit absolument décarboner nos transports. Je ne vous refais pas les chiffres, vous savez combien ça pèse dans la balance des émissions. Tout le monde a envie de le faire, mais la difficulté, c'est de trouver le bon véhicule pour le bon usage. Et la proposition, c'est de placer un véhicule qui s'envisage comme un vélo, qui va donc pouvoir aller dans des milieux contraints, dans des villes, des petites moyennes agglomérations, des sites fermés, mais qui a les usages d'une petite voiture. Et donc le hack, c'est de proposer vraiment quelque chose de très pratique, un objet très très pratique, qui est vraiment besoin, mais qui a des émissions carbone cumulées hyper compétitives. Et bien maintenant, et j'ajouterais même, parce que c'est la question qui vient après, c'est aussi du coût à l'usage, c'est ce qu'on joue, hein, on rentrera peut-être un petit peu plus dans les modèles d'affaires, on joue le coût à l'usage, c'est-à-dire vous achetez pas un véhicule, vous achetez en fait un moyen de déplacer des colis, des marchandises, et derrière en fait le coût ramené au kilomètre est hyper intéressant. J'ajouterai enfin, et j'en terminerai là, c'est de la souveraineté énergétique et de la souveraineté industrielle. Donc, nous allons maintenant regarder une vidéo plus technique. Alors, technique, Benjamin, notre réalisateur, monteur, preneur de son, post-producteur, nous arrive toujours à rendre très simple des choses qui peuvent être très complexes.
sachant qu'on va monter progressivement en complexité, vous allez le voir. Et donc, vous allez pouvoir comprendre encore un peu plus cette innovation avec une mini vidéo. Et juste après, on passe aux questions des actionnaires. C'est parti. On aime la bagnole, on adore la bagnole. Et on a tous compris que le moteur thermique, on allait devoir s'en passer. Le switch vers l'électrique, c'est compliqué, parce qu'on n'aura pas assez de matières premières pour le faire pour tout le monde. Nous, ce qu'on propose chez Midipil, c'est la troisième voie. C'est des plus petits véhicules, plus légers, et qui vont durer dans le temps. On fait des véhicules très réparables et on les accompagne de modèles économiques de long terme. Nous, on est plus proche de la voiture. On a d'ailleurs homologué notre véhicule dans la catégorie quadricycle léger. Ce véhicule, si on le positionne par rapport à tout ce qui existe, c'est les émissions carbone d'un vélo cargo, mais il va avoir un rayon d'opération beaucoup plus grand, 70-80 km, et il roule à 45 km/h. Le véhicule est conçu comme une plateforme polyvalente, c'est-à-dire qu'on peut aménager l'arrière par des équipements différents, une caisse pour faire une fourgonnette, des ridelles pour faire un pick-up, ou tout simplement le laisser en plateau pour pouvoir poser une palette dessus. Les panneaux des caisses sont en fibre de lin et polypropylène Nidabel. Le concept, c'est de remplacer le contreplaqué et les cornières qui sont traditionnellement utilisées par des matériaux qui sont beaucoup plus légers et surtout qui ont la grande vertu d'intégrer des fibres naturelles. Pendant leur croissance, elles vont capter le CO2. On se retrouve avec des bilans carbone qui sont négatifs. Ce véhicule a été conçu pour utiliser moins de composants, moins de matière, donc il est forcément moins énergivore. Et puis après, il s'inscrit dans une démarche de durabilité, donc il est conçu également pour être facilement réparable. Nous, le parti pris qui a été fait avec ce châssis puisse être démonté assez facilement, de sorte à ce qu'on puisse intervenir rapidement dessus et changer les différents organes facilement. Par exemple, là, on a la pièce qu'on appelle bras tiré, qui permet de prendre les défauts de la route et d'assurer un bon ressenti du véhicule à l'utilisateur. C'est une pièce symétrique, ce qui permet d'avoir la même à droite et à gauche du véhicule. On peut retenir la consommation énergétique lorsqu'on dit qu'avec 2 € on fait 100 km. C'est assez parlant pour les gens. On a voulu un véhicule ludique qui soit agréable à piloter au quotidien. La particularité des véhicules Midipil, c'est qu'on utilise un pédalier au lieu d'une simple commande d'accélérateur ou bien une gâchette. Le logiciel, son rôle est de détecter la cadence de pédalage du conducteur ainsi que le sens de rotation et de déduire une commande moteur à envoyer. Ce qu'on a ajouté, c'est la possibilité de faire du frein régénératif à travers le rétropédalage. Cette génératrice à pédale, elle est équipée d'un moteur et le moteur, il applique un courant résistant. Ça permet d'avoir la sensation de vraiment pédaler et d'avoir un peu de résistance quand on pédale. On a vraiment designé un véhicule qui va s'adapter à n'importe qui. Que vous soyez petit, grand, sportif ou pas, vous réglez ce que vous voulez mettre comme contribution de pédalage. C'est hyper sécurisant, il n'y a pas de bruit de cliquetis ou des bruits de moteur, des trucs qui vibrent, il n'y en a pas du tout. Facile de conduite, on est plutôt à l'aise. Le véhicule anticipe presque la pensée. Ça accélère quand il faut, le rétropédalage c'est très agréable. C'est aussi beaucoup d'espoir par rapport à la transition écologique, à la sobriété. C'est un véhicule qui ne nécessite pas le permis de conduire. Ça veut dire qu'on peut imaginer un volet social pour les personnes qui sont en demande de retour à l'emploi par exemple. C'est un véhicule qui a été pensé pour vous faire gagner de l'argent. 2 € pour un plein, que des équipements qui sont disponibles n'importe quand et vous pouvez vous-même faire la réparation. C'est un véhicule qui a été pensé sans compromis sur le plaisir de conduite. Un petit karting qui vraiment fait rentrer cette nouvelle mobilité dans le monde de demain. Eh bien, merci pour toutes vos questions. On en a pas mal. Et donc, le grand défi de Benoît maintenant, ça va être d'être super synthétique. Mais je sais qu'il en est capable et que vous allez avoir réponse à toutes les questions que vous vous posez. On va commencer par celle-ci. Pourquoi choisir Midipil plutôt qu'un véhicule 100% électrique d'un grand constructeur ? Eh bien, parce qu'un véhicule 100% électrique est souvent surdimensionné par rapport à besoins qu'on peut trouver pour tous les professionnels de la logistique ou du transport de petits matériels. Et donc, l'idée, c'est d'avoir un véhicule beaucoup plus adapté par rapport à ce qu'on fait. Et donc, derrière, des coûts à l'usage réduits et beaucoup plus adaptés à ce qu'on a besoin. Ouais. Donc, vous l'avez compris, c'est moins cher. Où est-ce que Midipil produit ces Midipil ? Nous produisons en Charente, à Angoulême. J'adore, alors là vraiment on est dans le synthétique, c'est magnifique. En quoi cette innovation est différente des nombreux autres projets sur ce domaine ? C'est vrai qu'on en a vu passer beaucoup, nous aussi d'ailleurs, on en a choisi qu'un et c'était Midipil, il y a des raisons et c'est Benoît qui va vous les donner maintenant. Très facile aussi, on avait l'intuition qu'il fallait booster le vélo cargo et donc Midipil est le premier véhicule à pédale homologué dans la catégorie des voitures sans permis 45 km/h. Ce qui fait que vous avez un véhicule qui s'utilise sans permis, qui va jusqu'à 45 km/h
qui transporte 300 kg de charge utile et qui s'envisage comme un vélo. Oui, je pense qu'on ne se rend pas compte de ce que ça signifie, hein, l'homologation. C'est quelque chose que très très peu de startups dans ce domaine arrivent à avoir parce qu'il s'agit quand même de la sécurité publique. Hein, c'est qu'on va mettre sur la route des véhicules qui peuvent tuer des gens. Et donc, c'est très très difficile d'obtenir cette homologation puisque tu as été très synthétique, peut-être 10 ans un tout petit peu plus sur la galère que c'est de l'obtenir. C'est 2 ans de travail, l'homologation, avec une interprétation des textes de loi pour pouvoir homologuer des pédales dans ces catégories, ce qui n'était pas prévu. On a en plus, il y a un système de direction assez particulier. Et donc, tout l'enjeu a été de trouver des astuces pour, avec le législateur, interpréter les lois et pouvoir homologuer ce véhicule dans cette catégorie. Et pourquoi on l'a fait ? Tout simplement parce qu'on surclasse complètement les caractéristiques d'un vélo, un vélo cargo. Et dans l'usage, en fait, c'est un autre véhicule. De l'extérieur, ça ne se voit pas, mais dans l'usage, vraiment, ça change complètement la vie des professionnels. Et aussi un autre point qui est vraiment intéressant sur ce sujet de l'homologation, c'est qu'on homologue un véhicule, mais aussi une chaîne de production. Et en fait, ça permet aussi de décaper le volume de véhicules qui peuvent être produits par an, et ce, au niveau européen. Et ça, c'est important, parce que du coup, ça ouvre la voie à un développement marché qui est très important. Alors, quand tu parles de décaper, tu ne parles pas de nettoyage, peut-être explique un petit peu plus que... Non, exactement, c'est simplement, en fait, s'il n'y a pas d'homologation, alors j'ai pas le chiffre en tête, je crois que c'est 100 véhicules par an qu'on peut produire, donc 25 véhicules, difficile de faire un business plan avec ça, et avec l'homologation, en fait, on n'a plus de limite de production, et donc là, on peut inonder le marché avec le véhicule. Alors, une question sur laquelle on nous challenge souvent à propos de Midi Pile, c'est quel est l'intérêt d'avoir des pédales sur un véhicule comme ça ? J'imagine que ça représente que quelques pourcents de l'énergie nécessaire. Merci et bravo. Je le relais parce qu'on a envie de dire la même chose. Totalement. Effectivement, il faut qu'on soit extrêmement transparent sur ce point-là. Si on se place sur un point de vue énergétique, la contribution pédale en effort, elle représente que quelques pourcents. En revanche, on utilise aussi du rétropédalage pour faire du frein moteur. Et là, le gain est beaucoup plus substantiel et il est dosable. Donc, c'est-à-dire qu'on vient récupérer un peu plus d'énergie cinétique à la décélération. En plus, on est souvent chargé, donc on a de la masse et on valorise énormément ça à la pédale. Et j'ajouterai, et j'en terminerai là pour des arguments synthétiques, c'est que l'expérience utilisateur pour le bien-être santé et la perception de ce véhicule à pédale dans son écosystème fait toute la différence. Donc, si je veux travailler mes fessiers, ça reste quand même une bonne solution. Oui, totalement. Parfait. Envisagez-vous des partenariats, par exemple, avec des constructeurs automobiles français pour la partie commercialisation ? Eh bien oui, on vient de finir une accélération avec Renault Refactory à Flins, donc qui a vraiment créé un écosystème sur la circularité. On sait qu'on passera par cette case-là de partenariat industriel à 2 ou 3 ans devant nous. L'idée, c'est de faire nous-mêmes l'usine pilote et de débugger, de processer, et d'avoir après un playbook pour pouvoir s'adosser à une PME, une ETI ou un grand groupe qui est capable de scaler, de passer à l'échelle la production pour aller sur le sol européen. Le véhicule est-il suffisamment sécurisé contre le vol et les tractions ? Oui, c'est un véhicule il y a une clé sur un Eman, donc si on n'a pas la clé, on ne peut pas bouger le véhicule. Il a une masse assez réduite, on peut quand même le déplacer. Et donc, on a prévu de pouvoir l'inerter à distance, c'est-à-dire que c'est un véhicule que vous ne pourrez plus utiliser à partir du moment où il est déclaré volé. Et on a aussi la localisation GPS qui est assez aisant pour le retrouver. Et ça, tu me disais que c'est en fait assez rare dans le domaine, même avec des véhicules très chers ? Oui, c'est plutôt dans la catégorie des Bentley ou des véhicules de luxe où on a ce genre d'option. Et nous, on l'a nativement puisque on veut que ce véhicule ne soit pas une limite par son petit poids. Et donc facilement, par définition, transportable dans un camion, une benne ou même à pousser. Oui, donc si on veut une Bentley à pédale, c'est donc chez nous qu'il faut venir. Prochain produit, exactement. Quelle est la vision du marché à 3 et 5 ans de Midi Pile ? Ouais, je vais vous donner plutôt le point d'arrivée. On imagine que dans un monde bas carbone 2050, on aura beaucoup de ces petits objets. Je ne suis pas le seul à le dire, tout simplement parce qu'on n'aura pas assez de matière, il y aura la question énergétique. Donc ces objets vont devenir la norme. La question, c'est quand ? Et nous, on imagine qu'avec les législations et les évolutions de société, ce marché sera mature à peu près à 2030 et va accélérer ensuite. Donc c'est pour ça que ça s'excite aussi autour de nous. Hein. Vous voyez les constructeurs automobiles historiques qui commencent à s'y mettre. Nous, c'est
quelques milliers de véhicules à 3 ans. On est plutôt de l'ordre de à peu près 10 000 adressables. Et on sait que ce marché a une croissance à peu près de 100% tous les 2 à 3 ans. C'est ce qu'on a observé sur les 5 dernières années. Donc il y a vraiment de quoi faire. Il y aura même d'autres acteurs. Il y en a déjà des installés. Ce qu'on veut absolument, c'est garder la souveraineté européenne et être en capacité de ne pas subir la vague de constructeurs asiatiques. Et donc Midi-Pile a tout son intérêt pour avancer sur ce point-là. Et en termes de concurrence, qui sont notamment en UE les leaders d'innovation sur ce marché? C'est les constructeurs, c'est ceux qui ont le plus de moyens, clairement. Par contre, ce qu'ils savent faire, c'est des automobiles, donc ils font de l'automobile dans le texte. Et nous, ce qu'on propose, c'est peut-être être un peu plus malin, c'est-à-dire un peu moins de moyens. Je compte quand même sur les actionnaires pour nous aider à passer à l'échelle et à innover. Et ce qu'on propose aujourd'hui est vraiment, vraiment disruptif. Ça ne se voit pas de l'extérieur, mais si vous avez l'occasion de venir essayer un Midi-Pile, vous verrez combien c'est disruptif dans l'usage et tout ce que ça permet de faire. Aujourd'hui, on a parlé juste d'homologation et de pédales, mais venez voir ce qu'on fait sur les équipements arrière et tout le swap. Venez voir tout ce qu'on fait avec l'acquisition de data embarquée et tous les services qu'on va pouvoir proposer à terme avec ça. Et dans la vidéo, vous avez dû voir du travail sur les matériaux et la circularité. C'est un point central. C'est un véhicule qui n'a pas vraiment de durée de vie, qui va gérer les obsolescences programmées des composants, notamment des batteries, et qui est fait pour, à 9 ans, changer la batterie avec peu de moyens et peu de temps pour pouvoir propulser ces véhicules le plus loin possible et donc, à la fin, décarboner et se rendre souverain de sa mobilité. Ouais, l'idée, c'est vraiment d'arriver sur un modèle dans lequel ce qu'on vend, c'est la durabilité. Donc, au lieu de vendre forcément toujours que le produit, on va le louer. Et donc, on a intérêt à ce qu'il soit durable. Donc, à la fois intérêt financièrement et écologiquement, ce qui facilite quand même considérablement que le côté écologique soit pris. Oui, tout à fait. C'est un très bon point, Mehdi. Et ça, c'est un mouvement qu'on voit dans énormément de business industriels traditionnels, développé vraiment sur l'usage avec du coup tous les aspects de circularité, de réparabilité. Et ça c'est des éléments qui sont vraiment à la base de Midi-Pile. Complètement. Ce véhicule by design a été pensé comme ça. Pas de joint, pas de colle. L'idée, c'est que chaque composant a été pris sur étagère. Il est déjà éprouvé, qualifié, homologué. Et donc, on va pouvoir les changer très facilement. Vous cassez un phare. L'idée, c'est qu'on puisse vous envoyer le phare par la poste et qu'un Midi-Pile vous l'amène en Green Capacity as a Service. C'est-à-dire juste, vous pouvez vous réparer, vous avez de la disponibilité et on arrive sur le coût à l'usage. Vous avez un coût à l'usage qui est très très faible. On va garder des gros véhicules puisqu'on en aura besoin, mais cette catégorie de véhicules aujourd'hui, elle n'existe pas ou peu, et en fait, elle fait la majorité des besoins du quotidien, et donc c'est ultra dommage de ne pas y aller. Ouais. Oui, donc pas de joint, pas de colle de toute façon au volant. On sait que c'est, quoi qu'il arrive, très déconseillé. On a trop de questions, je le dis, on a beaucoup trop de questions et pourtant, Dieu sait si on est synthétique. Y a-t-il un projet de libre service en zone urbaine? Oui, alors on va démarrer en 2027 un projet d'économie de la fonctionnalité, donc en paiement à l'usage. Ça va être des tests d'époque. Si d'ailleurs ça vous intéresse, que vous soyez une communauté d'agglomération, une association de commerçants, un tiers-lieu, en fait c'est complètement fait pour vous. Je l'explique rapidement. On met à disposition un véhicule pour un collectif dont les personnes sont à peu près identifiées. Et puis, vous allez payer à l'usage. Et donc, en fait, c'est quelques euros pour l'utiliser. Et vous aurez le choix entre plusieurs équipements arrière, du frigo, du pick-up, du sound system, du food truck. Et puis, quelques services autour, notamment de maintenance, d'autonomie kilométrique. C'est peu cher, peu coûteux pour les personnes qui l'utilisent, et on voit que le partage de cet asset entre plusieurs personnes permet d'aller sur des business models ultra rentables, et vous rentabilisez des véhicules sur quelques années, 2, 3, 4 ans, ça va dépendre le taux d'usage, alors que des véhicules habituellement sont plutôt rentabilisés sur des durées beaucoup plus élevées. Ouais. Est-ce que c'est disponible aussi pour les particuliers ou est-ce que c'est vraiment... Alors aujourd'hui non, on se concentre vraiment sur le marché B2B, on ne peut pas tout faire, on n'est pas non plus un constructeur, donc on se concentre vraiment sur le marché des professionnels. Notre cible naturelle, c'est tous les professionnels qui transportent des objets, donc petite logistique et l'intervention rapide, donc si vous avez besoin de transporter des outils, etc. Et la typologie, ça va être des collectivités, ça va être tout le secteur de la santé, les hôpitaux, les EHPAD, et puis les sites industriels, les sites fermés, vous voyez, de quelques kilomètres carrés. Ça peut aussi être des bases militaires, des centrales nucléaires, des endroits où le vélo ne fait pas l'usage et la voiture est surdimensionnée.
Est-ce qu'il y a eu des essais de tenue de route avec vent latéral fort, des risques de basculement? Évidemment, en fait, ce véhicule aussi by design, il est très haut, très long, donc il a deux tendances au renversement et puis au sous-virage, si vous êtes un petit peu pointu sur la question. Donc on a fait ce développement avec Michelin sur le site de Ladoux, notamment parce qu'on a un partenaire sur un développement de pneus, et donc c'est une des parties du véhicule qui a été le plus regardée, puisque derrière, il y a des risques sécuritaires. Ouais. Très bien. Est-ce que vous vous êtes dégonflé suite à l'expérience avec Michelin ou non? Okay. Est-ce qu'il y a une immatriculation, une carte grise? Oui, immatriculation et carte grise, et assurance donc. Si on ne sait pas faire de vélo, est-ce que ça passe? Oui, totalement. Vous avez la stabilité des 4 roues. Ça a été dit dans la vidéo, mais on a essayé de faire une expérience utilisateur où vous asseyez, vous démarrez, vous tournez les jambes, et il n'y a rien besoin de savoir de plus. Après, vous pouvez optimiser effectivement votre expérience en allant chercher dans les menus, les boutons, etc. Mais que vous soyez sportif ou non, que vous soyez jeune ou âgé, que vous soyez petit ou grand, c'est pour tout le monde et c'est très facile. Eh bien, merci beaucoup, Benoît. Nous allons pouvoir passer à la deuxième partie pour Midi Pile. Je suis désolé, on n'a pas pu prendre toutes les questions. Merci beaucoup. Et donc, il y a quelques questions concernant Midi Pile, mais pour Kinest quand même qu'on va prendre. Donc, la défisque pour Midi Pile, parce que c'est pas forcément la même selon les différentes INO. Ouais. Alors pour Midi Pile, il y a l'investissement déjà par PEA qui est disponible. Donc ça, c'est le cas pour toutes les entreprises. Par contre, là où ça va différer, c'est sur la réduction d'impôt d'impôt sur le revenu. Donc en fait, vous pouvez choisir entre ces deux avantages fiscaux. Ce n'est pas cumulable et la logique est différente. Si on prend la partie réduction d'impôt sur le revenu, là, c'est un avantage fiscal qui est à l'entrée qui permet de dérisquer en partie son investissement. Et pour Midi Pile, qui a le statut de jeune entreprise innovante, JEI, le taux est de 30%. C'est-à-dire que si vous investissez 1 000 €, vous aurez en 2027 300 € d'économie directement sur votre impôt sur le revenu. Si la construction à grande échelle est assurée par d'autres sociétés, que recevrons-nous en investissant chez Midi Pile? Je pense que là, la question, c'est du coup l'accord commercial que ça représente et du coup, comment Midi Pile fait pour être rentable alors qu'on a une... En fait, si on s'associe avec un grand constructeur, ce sera juste de la prestation de services de fabrication. On reste bien évidemment propriétaire du design, des dessins et modèles et de toute la techno. L'idée, c'est vraiment d'avoir un partenariat fort. Et on l'annonce comme ça parce qu'ils ont l'expérience de la production de grande série, mais on reste évidemment souverain et propriétaire de notre innovation. Une dernière question, quels sont les milestones qui jalonnent cette phase d'investissement? Les milestones, ça veut dire les étapes, parce que bon, là, nous, on avait déjà investi une première fois, là, il y a un investissement, il y aura encore d'autres investissements, c'est le jeu des startups tech. Donc, ce jalon-là, à quoi il sert et quel est le prochain? Ouais, donc c'est une phase de seed, c'est le deuxième investissement, il y en aura un troisième derrière sur une série A. Cette phase, c'est recruter des personnes, du staff, CAPEX industriel pour monter la ligne pilote à 400 véhicules année, à 3 ans. C'est du BFR, donc c'est l'argent qu'il faudra pour acheter des composants. Vous imaginez bien qu'on va produire quelques centaines, il faut acheter des batteries, des roues, des moteurs, et tout cet argent, il faut l'avoir a priori avant que les clients soient facturés. Et puis, on a aussi tout le développement commercial, vous l'avez entendu, on a un modèle qui est en train de se décaler sur de la vente à l'usage et donc en fait on doit déployer ce service-là et on aura une structure dédiée d'ailleurs l'année prochaine pour ce faire. Ça me permet d'ajouter aussi qu'il y a eu un step-up très fort sur le modèle 2027. On a beaucoup travaillé avec les équipes. C'est-à-dire des gros progrès. C'est-à-dire voilà, une amélioration. Juste vous dire, on a baissé le coût de production de 40%. On a amélioré toutes les prestations. Le véhicule est plus léger. On a réglé tous les problèmes de naissance. Et donc, je suis extrêmement content de ce qu'on va présenter à la rentrée pour la série de 100 qui va s'engager sur 2027. Donc vous l'avez compris, c'est une affaire qui roule. Merci beaucoup Benoît pour toutes ces précisions. Nous allons passer maintenant à une start-up qui nous fait manger du chocolat, mais sans la culpabilité environnementale. Il reste quand même malgré tout la culpabilité liée à la graisse. Ça malheureusement, ça reste quand même encore du chocolat, mais ils ne font pas que du chocolat. Et c'est là que ça devient intéressant. Nous allons donc pouvoir maintenant passer à GreenSpot Technologies. Je vous laisse avec la vidéo de présentation et juste après, j'accueille Nina et Benoît. 30% of all food produced is not valued, and we see that as an opportunity.
Every year, the agri-food industry produces more than 100 million tons of side streams, and this is left unused for the lack of good technology. What if we could double the value of everything that's produced without planting an extra hectare? In GreenSpot, we turn the side streams into nutritious, functional, and sustainable ingredients. And today, we invite you to become a shareholder in this revolution. Our process, solid-state fermentation, is unique at this scale in Europe. Low water consumption, competitive industrial costs, and the ability to use a wide range of raw materials, local raw materials. Fermentation reveals what nature already created. GreenSpot gives the value of these resources back with our range of ingredients Milatea. Based on French fava husks, we reinvent chocolate. Minus 80% CO2 footprint, minus 25% of sugar compared to the market standards, and full support for regenerative agriculture. We are supported by the AIC Accelerator, France 2030, and we are finalists at Earthshot Prize. On the ground, very passionate chefs like Jean-Guillaume Poupin and small SMEs like Siba are already using our products. Milatea is an opportunity for us to transform the cocoa and chocolate market. It's a 50 billion euros market in Europe alone. It's under an intense pressure. It's highly volatile, it depends on tropical imports, and it has a heavy CO2 footprint. Whenever the industry is limited by their dependence on specific ingredients, GreenSpot offers a local, highly performing, and sustainable alternative. Cocoa was just the beginning. Now, we need you for what comes next. The funds we are raising are to support our commercial growth through hiring and our rollout beyond France. GreenSpot is a team of scientists, engineers, and entrepreneurs united with one mission: to make better food for the people and for the planet. So join us, and together, let's turn waste into value to feed a better future. Vous vous demandez certainement pourquoi cette vidéo est en partie en anglais. Eh bien, c'est parce que Nina n'est pas française, donc je vais la laisser se présenter. Alors, elle comprend le français, mais ne le parle pas encore parfaitement. Elle le parle beaucoup mieux qu'est-ce qu'elle ne le dit, mais je vais quand même tenter cette cascade de vous traduire ce qui sera dit en anglais, en français, à ne surtout pas reproduire chez vous. Nina, je te laisse te présenter, puis après ce sera Benoît. Bonjour, je m'appelle Nina Granucci, je suis la cofondatrice et présidente de GreenSpot Technologies. Je suis brésilienne, j'ai fait mon doctorat à Nouvelle-Zélande et j'ai arrivé en France fin 2019. Et je ne sens pas à l'aise de parler en français, donc je change pour anglais pour les questions. Merci, Benoît. Donc Benoît Dassaro, moi je m'occupe de la partie technique chez GreenSpot Technologies. J'ai rejoint il y a maintenant un peu plus de 6 ans ou bientôt 6 ans, je ne sais plus. Donc je m'occupe de la partie industrialisation et R&D, donc développement des nouveaux produits, de nouveaux ingrédients, de nouveaux candidats et surtout la mise en production avant la vente de ces produits. Merci. Donc la première question, quelle épine du pied vous retirez à vos clients? Très question que je ne traduis pas en anglais, évidemment, mais la réponse va venir par contre en anglais. So I think we solve different problems in the value chain that we are. The first one is the byproducts that are produced in the first and second transformation of different products that are produced by the industry. And in the second moment, the other problem that we solve is about the dependence of ingredients that are volatile in terms of price, in terms of amounts that are available in the market, that are also constrained in terms of they are constraints to a region. And for the industrial to provide you the products like you are used to, they need to guarantee that there is the supply of the ingredients and with a price position that makes sense in food. So we solve different products of the value chain. Bon, c'était beaucoup trop long pour que je puisse vous le refaire en entier, mais ce que je peux vous dire, c'est que le principal problème que Nina a mentionné, c'est qu'il y a une forte dépendance des industriels de l'agroalimentaire sur le fait que les produits qu'ils utilisent pour fabriquer les aliments soient en fait disponibles. C'est pas si simple que ça, c'est une chaîne très compliquée. Et il y a une question de disponibilité physique, qu'il y ait la matière, mais aussi le prix.
parce que vous pouvez avoir des variations énormes. Et si vous, à la fin, vous achetez quasiment tout le temps votre chocolat au même prix, le problème, c'est que eux, par contre, peuvent acheter le cacao, par exemple, vraiment très très cher d'un coup, sans raison particulière, et que donc, en faisant en sorte que ce ne soit pas du cacao, mais un produit totalement décarboné ou presque totalement décarboné qui est fabriqué ici, on fait en sorte que ça va sécuriser les concepteurs industriels. Et ça, c'est un point très important parce que ce qui empêche souvent la décarbonation, c'est le côté ça va être plus cher. Et là, on arrive à faire en sorte que justement, ce soit moins cher et plus fiable. Deuxième question, comment est-ce que vous décarbonez ? Concrètement, parce que ce qu'aujourd'hui on a ciblé, donc le cacao notamment, est un ingrédient qui a un très fort impact carbone, aux alentours de, ça dépend des sources, mais entre 15 et 20 kg équivalent CO2 par kilogramme d'ingrédient. Et que ce que l'on utilise pour le remplacer, c'est un ingrédient qui a un très faible impact carbone. Par son origine, comme le disait Nina, par le fait que ça soit un ingrédient agricole français en l'occurrence, ou européen si on le souhaite. Par sa nature aussi, on travaille une légumineuse en l'occurrence, donc qui a un impact aussi régénératif, qui rend des services agronomiques. Et par notre process. On est spécialisé en fermentation en milieu solide. Et un des enjeux de cette fermentation en milieu solide, c'est clairement de limiter l'impact carbone de la transformation. Donc, même si on a une équipe internationale, il s'agit bien d'une société française qui est implantée à Toulouse et Carpentras étant l'endroit où on produit avec l'usine. Une usine vraiment impressionnante, parce que très très bien pensée, donc ça on y reviendra peut-être dans les questions. Il y a quelques questions qui commencent déjà à arriver, mais bien évidemment avant, nous allons avoir la vidéo technique. C'est parti. What GreenSpot does is actually producing ingredients that's better for the planet and better for the people. So if we talk a little bit about the process, we do a solid state fermentation, which is equivalent to bread making or cheese. Initially, we select the raw material, we qualify our providers to have enough availability and to have the quality and safety standards. We also select the microorganism that will do the transformation of these raw materials, and then we put this in contact with the raw material inside our bioreactors. When the microorganism grows, it breaks down a few compounds, it builds other compounds, and that's how it transforms the raw materials. Ici, on est dans le laboratoire de microbiologie. Pour commencer, on coule des boîtes de pétri, le milieu qui nous permet de faire pousser le champignon. Une fois que le champignon est poussé, il ressemble à ça. On le récupère afin de le mettre en milieu liquide pour préparer l'inoculum, grosso modo de l'eau avec les spores de champignons à l'intérieur. Cet inoculum, on le coule dans les boîtes avec notre produit, c'est ce qui le rend apte à la consommation. La fermentation, c'est une techno qui est maîtrisée depuis des millénaires, c'est des méthodes très traditionnelles. Par contre, sur la fermentation en milieu solide, ce sont des technos qui sont connus mais qui aujourd'hui sont assez peu maîtrisés à l'échelle industrielle. La différence, ça va être la quantité d'eau. Si on devait faire le même ingrédient sur une base liquide, il faudrait qu'on travaille entre 90 et 95% d'eau. Aujourd'hui, en fermentation en milieu solide, on est capable de travailler entre 40 et 60% d'humidité. Donc c'est autant de matière à processer en moins, à évaporer en moins. Quand on aura réceptionné l'ensemble des équipements, on sera capable à peu près de sortir entre 100 et 150 tonnes d'ingrédients séchés par an. Today we are working with fava bean husks. That's our main material that comes from the regenerative agriculture. At the beginning we have the very bad aftertaste, so this green taste. And the fermentation actually will create other flavors. It gives a warm note that reminds us of cocoa. And we produce at the end an ingredient that it's a cocoa extender. GreenSpot Technologies a lancé la marque Milatea pour ses produits fin 2025. C'est une marque qui s'adresse à la pâtisserie, la boulangerie artisanale et industrielle. On va retrouver des pépites de chocolat, des fourrages comme on peut retrouver dans l'univers du chocolat, des pâtes à tartiner et aussi des poudres. Et ces produits-là valorisent des filières agricoles françaises, durables, puisqu'on travaille la févrole, une légumineuse vraiment pertinente pour la culture aujourd'hui. Elle est utilisée en rotation de culture. Elle permet de réazoter les sols, d'utiliser peu d'intrants.
L'ambition, c'est tout simplement de transférer un flux de matière sur lequel aujourd'hui on est vulnérable, parce que très spécifique à un climat, à des pratiques, notamment qui engendrent pas mal de déforestation sur des flux qui sont locaux, qui rendent des services écosystémiques. À date, le cacao est évalué à 16 kg équivalent CO2 par kilogramme de cacao. Et la solution GreenSpot, on estime qu'on sera inférieur à 1 kg d'équivalent CO2 par kilogramme d'ingrédients. En termes de prix, l'objectif est complètement comparable, potentiellement même moins cher. The most important part is that there is no compromise on the taste. It's delicious. For me, the future of food is about no compromise between sustainability, profit, people. You need to have a food that's better for the people, better for the planet. It's still profitable for the industry to be able to maintain it. And I think fermentation is one of the main technologies to be able to produce that at scale, sustainably, and also cost efficiently. Bon, vous l'aurez compris, hein, le point commun entre Midi Peel et GreenSpot, c'est qu'il faut appuyer sur le champignon. Mais au-delà de ça, il est important de comprendre les détails de ce que ça signifie à la fois pour la santé humaine, comment ça se passe vraiment dans le pratico-pratique, parce qu'on parle quand même de quelque chose qu'on va manger. Et donc, il y a pas mal de questions qui viennent là-dessus. Donc, on va démarrer directement par ces questions qui reviennent assez souvent. Nous, on a proposé toute une gamme de chocolats à notre communauté. Donc, on en a quand même déjà beaucoup qui en ont mangé. Les retours sont excellents, mais on veut tout savoir. Donc, première chose, est-ce que déjà en termes de goût, il y a eu des études indépendantes qui montrent que c'est vraiment la même chose qu'un chocolat qu'on voudrait imiter? We had external panels on the chocolate. For some of them, there was no, they didn't recognize what was the real chocolate in our product. But I think what's important to say that we are not here to replace completely chocolate. That's not our main goal. I think the idea is really to be an ingredient to sustain what the good chocolate that's to be produced and to be used in recipes. So our ingredient is like what we call a cocoa extender. So the idea is to use as a partial replacement, where you can keep all the flavor of cocoa, all the color, and improve with the nutrition aspect that our product has in fiber. On va déjà traduire cette partie-là. Donc, il y a bien des études quand même qui ont été faites et qui montrent qu'à l'aveugle, on ne peut pas vraiment deviner qu'est-ce qui est GreenSpot et qu'est-ce qui est du cacao. Mais au-delà de ça, l'important, c'est vraiment de comprendre que le but, c'est pas de produire de A à Z un produit fini, même si on est capable de le faire, puisque c'est ce qu'on a fait pour la communauté, mais la vision business vraiment qui va permettre à l'entreprise de devenir mondiale, c'est d'être un ingrédient dans une recette globale faite par des industriels. Donc en fait, comme on va remplacer que une partie de la recette, mais qui est celle qui émet le plus de CO2, qui pose le plus de problèmes à l'industriel, au final, la question du goût ne se posera même pas vraiment parce que c'est un ensemble. Et donc c'est ça qui va permettre à GreenSpot de grossir. On nous pose beaucoup la question du sucre. Et oui, parce que le but, c'est quand même de rester fit. Est-ce que c'est possible de rester fit avec GreenSpot? C'est quoi par rapport aux produits classiques? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Alors sur les produits de la gamme Milatea et notamment les fourrages et pâtes à tartiner, on a formulé pour revendiquer moins 25% en sucre par rapport au standard du marché. Après, ça sera aussi nos clients, clairement, qui eux formuleront leurs produits et qui s'ajusteront. Mais ce qui est sûr, c'est que le positionnement des ingrédients par nature sont très fibreux. Que la notion de fermentation est une notion qui devient de plus en plus tendance aussi sur le marché avec des notions de bien-être derrière. Voilà, concrètement. Merci. Est-ce que les intrants sont bio? Et définissez du coup dans ce cas-là les intrants, parce que même moi j'ai du mal à voir de quoi il s'agit ici. Alors, on a pris le parti initialement de ne pas se focaliser sur le bio, même si on est en cours de démarche pour une certification. Et juste pour répondre quand même à cette question, la févrole n'est pas complètement anodine, c'est une culture qui est assez peu demandeuse en intrants. Et ça fait partie de toute façon de nos étapes de développement que d'identifier quels vont être les résidus qu'on pourrait retrouver sur ces coproduits et de les comparer avec le produit standard associé à ce coproduit pour être sûr qu'on est bien largement sous les limites de résidus. Pourquoi du coup ce choix de ne pas se mettre comme standard du bio de façon générale? Alors au départ, le schéma est assez simple. On veut toucher de la masse.
donc il faut du conventionnel. Après, si on veut toucher des consommateurs avec une sensibilité, il faut aussi du bio. Voilà, tout simplement. Oui, là, on retrouve vraiment une philosophie importante aussi de Team for the Planet. Je viens de dire un mot, c'est que nous, notre mission, c'est de décarboner massivement. Donc, tant que le marché, c'est 90% de pas bio, si on veut décarboner massivement, il faut aller taper les 90%. Sinon, on n'y arrivera pas. Si on est bio, on pourrait se dire qu'on va le faire, mais du coup, le problème, c'est qu'on va augmenter les coûts, donc on ne va pas en fait le faire. Et comme le but, ça reste quand même de le faire, du coup, c'est ça qui fait qu'on va se centrer là-dessus. Maintenant, il y a une capacité de GreenSpot à créer des produits en entier, donc on pourra quand même se positionner sur le bio, mais c'est pas là qu'on touchera le côté massif dans la décarbonation. Avez-vous une stratégie pour protéger votre savoir-faire face à la concurrence ou êtes-vous dans une logique de partenariat et sous-traitance? So today we have an IP strategy that it compounds 6 patents on different parts of the process. So the process, the applications, equipment, and also the final application. We also have 21 trade secrets, so also covering a great part of what we are doing. And on top of that, I think there is also the idea of doing at a larger scale. That I think is a lot of a very strong part to kind of I don't know, to protect the tech, the scale we are today. There is not a lot of companies that will arrive or will go there very soon. Donc on a donc 6 brevets, 21 secrets, trade secrets, c'est quoi? C'est secrets industriels. Secrets industriels, voilà, qui sont déjà là. Et ce que tu nous disais, c'est qu'il n'y a pas beaucoup en fait d'entreprises qui ont un patrimoine aussi important de propriété intellectuelle à ce stade de développement, quoi. Il faut aussi noter que la fermentation en base solide est vraiment extrêmement unique. Enfin, c'est vraiment une innovation au niveau mondial de pouvoir le faire et ça a un énorme impact sur la consommation d'énergie de ce type de process et qui fait que notamment il y a cet impact qui est extrêmement faible. Et cette technologie du coup, cette IP pourra potentiellement être même dans le futur valorisée d'un point de vue aussi business. C'est aussi envisageable de par du coup son unicité. Et dernière chose, donc GreenSpot a bénéficié d'un financement européen qui est le plus difficile à obtenir, qui s'appelle l'EIC. C'est vraiment très très rare, c'est un peu le saint graal de la techno. Et ça, c'est possible que parce que on a une technologie qui est vraiment très très différenciante et aussi qui est très bien protégée. Clairement, c'est une preuve tangible. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas encore atteint 1 million d'euros de chiffre d'affaires non, déjà, on va faire celle-là. Pourquoi vous n'avez pas encore atteint 1 million de chiffre d'affaires? Because the sales cycles of ingredients in the food industry is quite slow, let's say very long. So usually for a company to be able to sell ingredients, even if it's not a startup, a common company, they take between 9 to 12 months. And us being a startup, probably a bit more. Déjà, pour cette partie-là, donc ce qu'il faut savoir, c'est que les cycles de vente, quand on vend à des gros industriels, et là on ne peut vendre qu'à des gros industriels, c'est 9 à 12 mois quand on est une entreprise déjà établie. Quand on est une start-up, on ne plaît pas énormément aux acheteurs, ça c'est moi qui le rajoute. Mais globalement, c'est quand même forcément un peu plus long encore. GreenSpot est passé en phase de commercialisation il n'y a pas si longtemps que ça. En plus, en fait, on est arrivé sur le chocolat tard. Hein. Là, on parle chocolat parce que maintenant, c'est la réalité. Mais avant ça, on était sur la tomate quand on avait fait, nous, la présentation. Donc, au final, il y a un pipe très important. Ça, c'est moi qui le rajoute aussi. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les deals sont en centaines de milliers d'euros à chaque fois. C'est-à-dire quand on signe un client, on peut faire 500 000, voire même 1 million d'euros de chiffre d'affaires annuel avec un seul client. Donc, c'est pour ça que c'est long. Mais une fois que ça tombe, ça tombe. D'autres précisions? No, I think we were very clear. Parfait. Et peut-être sur un point qui est vraiment intéressant et pour rebondir aussi sur le fait que vous étendez l'usage du chocolat du coup en le remplaçant partiellement, ça a aussi un impact business
parce que du coup, dans les cycles, d'études en interne chez les clients, si vous remplacez 100% du chocolat, vous passez par la case R&D, et alors là, on tombe sur les cycles de vente qui sont 12, 18, 24 mois. Tandis que si vous êtes seulement remplacé partiellement et vous complétez du coup nutritivement et l'usage du chocolat, là, vous passez par les schémas traditionnels. Et les schémas traditionnels, c'est la supply chain, c'est les acheteurs, et là, c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus réactif, et ça, c'est aussi un élément qui est important parce que ça accélère la commercialisation, et on voit justement qu'il y a une très forte accélération sur les derniers mois. That was exactly why we did the hybrid approach, to shorten the timeline for purchases. Quelle est l'empreinte carbone des ingrédients utilisés, empreinte globale à produit fini équivalent, comme sous forme de pépites? Si on prend l'exemple des pépites, alors les pépites, c'est vraiment l'exemple parfait de l'approche hybride. On lance une ACV sur ces hybrides, donc tout ce que je veux dire, c'est des estimations. On estime qu'on sera à peu près 2 fois inférieur à une pépite équivalente. Pourquoi? Parce que déjà, on remplace 50% du cacao par quelque chose qui grosso modo, est 90% inférieur en termes d'empreinte carbone. C'est une estimation qui est probablement une surestimation, parce que concrètement, ça nous ce switch du cacao par notamment de la coque de févrole fermentée nous permet aussi d'utiliser du cacao de meilleure qualité. Et l'impact carbone du cacao est extrêmement dépendant de la façon dont il est produit. Sur la partie matière grasse, c'est un peu le même sujet, parce qu'on a aussi une approche hybride sur la partie matière grasse. Et le beurre de cacao est beaucoup plus impactant que le beurre de karité qu'on utilise en hybride. Et en termes de coût, est-ce que GreenSpot est compétitif par rapport à ce qu'il substitue? L'objectif, c'est d'être équivalent, voire potentiellement moins cher, sur des volumes qui sont industriels, en tout cas. Donc là, quand tu dis l'objectif, c'est que pour l'instant, on n'y est pas encore. Pour l'instant, on n'y est pas tout à fait. Ouais. On n'y est pas tout à fait. Sur des volumes industriels, on n'y est pas tout à fait. Sur des volumes, on va dire, un peu plus grosses PME, où c'est cohérent, par contre, par rapport à ce qui existe déjà dans la proposition des chocolatiers. Au niveau du client, comment est-ce qu'on fait pour rassurer le client final? Donc, quand on dit client final, c'est la personne qui fait ses courses dans le supermarché. Parce que les clients connaissent le cacao, ils ne connaissent pas la févrole. Comment on fait pour le rassurer? Clairement, alors l'approche hybride peut être une stratégie, tout simplement, déjà, pour garder aussi la valorisation et la mise en avant du cacao qui est présent dans la recette. Et ensuite, il y a tout un axe qui est travaillé avec, c'est ce que disait Nina en introduction, on travaille beaucoup avec l'amont de la chaîne, donc avec l'agriculture, avec les coopératives, avec les gens qui nous fournissent ces coques de févrole, qui travaillent énormément sur la valorisation à long terme de la févrole dans le panorama des ingrédients en France. Et l'objectif, c'est de capitaliser sur ce qu'ils font pour faire ensemble une mise en avant de la févrole. Donc concrètement, attendez-vous à avoir de la févrole partout, j'espère, dans les prochaines années, dans les produits alimentaires. On a une question sur le parcours de Nina, la fondatrice. Alors, oui, donc en anglais. Donc, bon, je vais te la poser en anglais. So, can we know a bit more about the CEO's background? Does she have an investment business skills apart from purely agri-food and research knowledge? Donc, quel est ton profil et est-ce que tu as un profil business et pas juste recherche? So I have a technical background initially. So I did my master in Brazil, my PhD in New Zealand. My PhD was actually the base of GreenSpot technology. So I was studying how to add value to side stream using fermentation. Donc c'est dans ton doctorat que tu as développé les compétences et les connaissances et même avancé la technologie, créé la technologie à ce moment-là. And then after that, when I moved to France, I got a lot of different trainings in business because, as I said, I have a technical background, but I knew that I would never go into academia. So I always had this wish of doing something more than a paper. And for that, I studied quite a lot in terms of different accelerators, different programs of really to get more, to understand more the business side of the startup as well. Donc tu savais que tu n'avais pas envie de faire de la recherche fondamentale, que tu voulais aller plus loin, que tu voulais faire un vrai produit. Et donc pour ça, tu es rentré dans des accélérateurs. On peut rajouter aussi que dans toutes les startups Team for the Planet, on a des fondateurs qui sont forcément techniques parce qu'on ne peut pas faire des boîtes comme celle que cherche Team for the Planet sans
profil technique. Par exemple, moi, je ne ferai jamais de boîte Team for the Planet. Et donc, c'est pour ça qu'on cherche des personnes qui vont venir compléter l'équipe. Donc, on a une personne qui est venue pour ça. Peut-être que tu peux en parler. Yeah, so for really the commercial side of the company, we have Domenico Hanucci. He's our DG. And he has a lot of, his formation is in commercialization and sales. So. Voilà, donc on a recruté un DG qui apporte cette compétence commerciale et aussi une très très bonne connaissance du marché. Il peut vous en parler pendant des heures. Et aussi, un point qui est intéressant, c'est qu'il a aussi un très bon background sur les sujets investissement, start-up. Donc il a une connaissance vraiment très fine à la fois du secteur de GreenSpot, mais aussi du stade de développement et de comment ça se gère, de comment on va lever des fonds, etc. Et ça, c'est vraiment un point qui est vraiment important pour le futur. Est-ce que vous avez des grands comptes qui ont clairement montré leur intérêt pour le produit, des négociations en cours, des tests de formulation, des productions en série, en test ? We do. We are not allowed to say the name of the companies, but we do have products that are under trials, industrial trials at the moment with the large corporates. Ouais, on ne peut pas citer les noms parce que justement c'est en cours, mais effectivement il y a plusieurs très gros deals en cours de discussion avec des tests de formulation qui sont en cours. What I can say is with the coffee chains, with the confectionery industry, so in different kind of segments of the market. Donc notamment sur les coffee chains, les chaînes de café. Et c'est quoi l'autre truc? Confectionnal, c'est les bonbons. Ouais, et confiserie. Merci Ronan. Très bien. Sur la réglementation, pour travailler avec les industriels, il faut passer par une certification FCCC 22000. Quel est votre calendrier à ce sujet? Alors oui, clairement, on est conscient de ça. On a dans l'agenda passé l'ISO 22000 avant la fin d'année, qui sera notre première étape avant de passer la FSSC 22000. Est-ce que le scale-up de la technologie est compliqué? Le scale-up, ça veut dire faire en sorte que ce qu'on arrive à faire à petite échelle, on puisse le faire à très grande échelle. Alors ça fait partie d'un point singulier de notre approche. C'est qu'en effet, on a un scale-down, scale-up qui est assez simple. Donc ce qu'on est capable de faire à petite échelle, on sera capable de le faire à grande échelle, sous réserve d'avoir déverrouillé ce que l'on a déjà fait, c'est-à-dire le passage à une échelle pilote industrielle. Donc aujourd'hui, pour donner des chiffres, à Carpentras, on est en capacité de produire une grosse centaine de tonnes d'ingrédients avec une mise en continu, avec le respect des standards qualité qui sont propres à l'agroalimentaire. Donc oui, clairement, aujourd'hui, c'est plutôt assez simple, si je peux dire maintenant. Et ce que Benoît ne vous dit pas, parce qu'il est trop modeste, c'est qu'ils ont vraiment monté une usine ultra maline avec que des pièces déjà existantes, où il n'y a pas besoin d'aller fabriquer des trucs infernaux à l'autre bout du monde qu'on n'est jamais capable de recevoir. Et ça fait en sorte qu'on soit capable tout de suite de produire beaucoup, et on pourra produire de plus en plus assez facilement. Enfin, facilement. Après, c'est moi qui le dis, hein, mais... T'as raison. Mais voilà. T'as complètement raison, c'est l'approche. Est-ce que l'eau résiduelle dans ce processus de fermentation solide est réutilisée ou valorisée? À date, non. À date, clairement, non. On a une phase de séchage. Le propre de la fermentation en milieu solide, et de toute façon, de notre stratégie, pour des raisons de coût, de capacité de production, c'est de limiter au maximum la présence de cette eau. Après, on a en tête de réfléchir à comment on pourrait essayer de valoriser cette eau. Ça fait partie des sujets. Les ingrédients utilisés sont-ils d'origine locale? Origine quasiment intégralement France à date, sur la coque de Févrole. Sur d'autres coproduits qui sont des coproduits très instables, si je peux dire, qui sont assez simples, assez compliqués en termes de supply chain. On est en ultra local. Donc je prends l'exemple du marc de raisin ou la drèche de pommes ou de tomates, comme tu l'indiquais, Mehdi. Ça, on est vraiment sur un rayon qui est moins de 100 km. Et en dehors de GreenSpot, la Févrole, elle sert quoi sinon? Elle sert à quoi à l'heure actuelle? La Févrole, elle est aujourd'hui très majoritairement utilisée en alimentation animale. L'ordre de grandeur, c'est sur la production en France, c'est, si je dis pas bêtise, 60 à 70% de la production qui part en alimentation animale française. Mais il y a une forte volonté des acteurs de l'agriculture de déployer cette légumineuse pour l'alimentation humaine. Aujourd'hui, la France a principalement investi sur le pois protéagineux. La Févrole fait partie de la diversification des légumineuses. Quelle est l'origine du beurre de karité en lien avec les garanties de disponibilité?
Alors le beurre de karité est multi-origine, clairement, parce que là on est dépendant de fournisseurs qui sont des gros fournisseurs. Il n'y a pas 50 fournisseurs de matières grasses de ce type-là dans le monde. Et les garanties, ça va être des labels tout simplement qu'on va demander à nos fournisseurs. Et au niveau de la concurrence, les clients industriels sont-ils déjà sollicités par des concurrents similaires à GreenSpot ? On peut citer un exemple qui est j'en citais deux même. La caroube, qui est une alternative au cacao assez vertueuse, pour être honnête. Mais par contre, qui a une grosse limite, c'est son goût. Énormément de off-notes. Et il y a donc un deuxième exemple assez local aussi, qui est, enfin local pas que, mais qui est les orges maltais, notamment les céréales maltais. Pareil, c'est intéressant, c'est moins vertueux qu'une approche légumineuse évidemment. Par contre, c'est aussi très pour aller chercher des notes cacaotées, l'équilibre entre la off-note et les notes cacaotées est un peu ténu. Donc c'est très compliqué aujourd'hui de remplacer des proportions telles que l'on cible avec notre coque de févrole fermentée par ces deux alternatives. Pour donner les ordres de grandeur, nous aujourd'hui à 5, comme disait Nina, à 50, entre 50 et 75% de remplacement, on ne voit pas la diff. Sur une caroube ou des céréales maltais, au-delà de 25, c'est compliqué. Ouais, donc, And that was a external result. Ouais. Ok, effectivement, c'est une grosse différence du coup. Oui. Côté Kinest, Ronan, pour que tu ne t'endormes pas, quels sont les prochains stades de développement visés avec l'investissement ? Alors sur GreenSpot, et je pourrais vous laisser aussi compléter si vous voulez parler de votre plan, il y a un gros enjeu sur le développement commercial. On en a parlé, notamment avec le lancement de cette gamme Milatea. Donc là, c'est vraiment commencer à déployer ce produit dans des premiers clients B2B. Et donc, le corollaire, c'est qu'il y a des gros enjeux aussi de recrutement. Donc là, ça c'est vraiment la brique principale, la montée en charge aussi d'un point de vue industriel. Et bien évidemment, il y a encore des sujets aussi de R&D, parce que là, on a parlé beaucoup de chocolat, de cacao, etc. Mais par contre, cette technologie a aussi énormément de potentiel pour pouvoir créer des ingrédients sur d'autres secteurs à très forte valeur ajoutée. On n'en a pas parlé, mais il faut savoir que c'est aussi dans le plan, en tout cas à plus long terme, notamment sur le secteur de la nutraceutique, de la santé, de la cosmétique. Et ça, c'est des secteurs qui sont à très forte valeur ajoutée. Et donc, il y a bien évidemment aussi un effort de R&D à continuer. Quelque chose à préciser là-dessus, Nina ? It's perfect. Ok. Si je peux rajouter par rapport à ça, il faut clairement avoir en tête que la fermentation milieu solide, l'industrialisation de la fermentation milieu solide, c'est un point de verrou de beaucoup de sujets de développement de ce type d'ingrédients. Donc, je peux caler dans le sens de Ronan. Il y a un potentiel derrière. Ah si, il y a une question qui est arrivée pour Nina. Pourquoi s'être installé en France, en particulier à Carpentras, surtout qu'aujourd'hui, il fait le même temps dans le sud et partout ailleurs en France. Donc pourquoi ce choix ? So why France? So I was in New Zealand, and France was a good, I think, country first because there was public incentive for being here. So to build the plant, to build the company, we had French investors initially. So financially, we had French investors and there was public subsidies for us to work. Donc tu étais en Nouvelle-Zélande et en fait il y avait des grosses incitations des pouvoirs publics français. Donc c'est bon à savoir que ça sert à quelque chose, hein, voilà. Donc c'était une bonne terre d'accueil. Et puis en plus tu avais des investisseurs privés français déjà. Donc c'est bien parce que ça montre à la fois le côté privé et public. Donc pour une fois que nous pouvons dire du bien de notre pays, faisons-le. D'autres éléments. The second one was France is in the middle of Europe, which makes sense in terms of market. Ouais, même déjà géographiquement, on est au centre de l'Europe. Ça risque pas de changer. Hein. Quoi qu'il arrive, même si quel que soit le résultat des élections, hein, je pense que ça restera comme ça. And the third one was because France is an industrial but agriculture country, so we have the raw materials that we were able to actually use to prove the tech. Donc c'est aussi la puissance agricole, hein, première puissance agricole européenne. Yeah, and I think the French label in food always goes well. Et aussi, voilà, quand on est dans le monde de la nourriture, on est obligatoirement en France, c'est bien connu. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Nous allons donc pouvoir passer à la troisième et dernière innovation ouverte pour l'investissement en direct. Nous allons commencer, bien sûr, comme toujours, par la vidéo et ensuite, nous accueillerons les deux dirigeants de Entente.
Récupérer la chaleur perdue de l'industrie pour produire autant d'électricité que des dizaines de centrales nucléaires. Ça vous chauffe ? Dans le monde, 20 à 50% de l'énergie consommée par les industries est rejetée sous forme de chaleur dans l'air, dans l'eau ou dans les fumées. Une partie de ces chaleurs perdues est déjà récupérée, mais toute celle inférieure à 120 degrés reste inexploitée. À elle seule, cette énergie perdue suffirait à alimenter l'Union européenne. Chez Entente, nous avons développé une technologie capable de transformer ces chaleurs perdues en électricité dès 60 degrés. Une première mondiale permettant de valoriser 30% d'énergie supplémentaire par rapport aux solutions déjà existantes. Et aujourd'hui, nous vous proposons de devenir actionnaire de cette révolution industrielle et écologique. Basé sur un cycle thermodynamique unique, le Pulse permet de valoriser sur les sites industriels des gammes de température jusqu'alors inaccessibles. Complémentaire avec les technologies déjà existantes, le Pulse amène des innovations de rupture sur l'ensemble du cycle thermodynamique. Et notamment le développement d'un moteur à piston, évitant l'utilisation d'une turbine, et d'un système thermogravitaire, évitant la consommation d'une pompe. Résultat, moins de consommation, plus d'efficacité. Aluminium, incinérateur, pétrochimie, avec de nombreux industriels en France et à l'international, Entente est prête à commercialiser ses premières unités. Un premier accord avec Michelin nous permettra d'installer le pilote industriel sur une de leurs usines à Clermont-Ferrand. Une seule machine peut générer jusqu'à 800 MWh d'électricité verte par an, permettant aux industriels de diminuer leur consommation d'électricité de 25% avec un ROI immédiat. Pour une machine Pulse, c'est jusqu'à 350 tonnes de CO2 évitées par an. Dans les pays où l'électricité est chère et carbonée, le Pulse aura un impact majeur en transformant la chaleur perdue en électricité propre et rentable. Chez Entente, nous avançons avec la conviction que l'industrie peut produire mieux, plus propre et plus intelligemment. Chaque degré compte, chaque geste compte. Alors rejoignez-nous et tous ensemble récupérons les chaleurs perdues pour arrêter de brûler la planète. À l'heure où tout le monde crève de chaud partout en France, ils ont réussi à transformer cette chaleur en énergie et donc il faut absolument en parler. Bienvenue à tous les deux. Je vais commencer par vous laisser vous présenter. Ok. Donc moi, Clément Chambel, je suis directeur général d'Entente. Je suis arrivé maintenant il y a quasiment 3 ans. J'ai une quinzaine d'années d'expérience entrepreneuriale avant de rejoindre Entente et j'ai aussi eu la chance de faire quelques années dans un grand groupe industriel. Et donc là, je suis venu rejoindre Entente pour donner un coup de main sur le côté go-to-market, s'assurer que la techno rejoigne un marché qui l'attend et aussi aider Mathias à financer la structure. Et Mathias Ponlieu, bonjour à tous. Moi, je suis président, inventeur, fondateur d'Entente. Avant Entente, en fait, j'ai pas d'expérience, hormis que j'étais pompier volontaire à l'époque. Toujours un lien avec la chaleur, toi. Toujours un lien avec la chaleur. En plus d'habiter dans le sud. Pourquoi ça? Parce que en fait, j'ai eu l'idée de la technologie durant mes études, quand j'étais en DUT à l'époque. Et donc, j'ai orienté toutes mes études pour développer cette technologie. Donc, je suis venu en école d'ingénieur à Polytech Marseille. Depuis 8 ans maintenant, j'ai fondé Entente et je suis à la fois son président et son expert technique. Eh bien, merci à tous les deux. Alors, voilà, je vais vous poser maintenant les 2 questions traditionnelles depuis le début. Déjà, quelle épine du pied vous retirez à vos clients et donc à quels clients? Oui, alors nous, clairement, la mission et la techno permettent de transformer la chaleur en électricité. Donc on a tous en tête les sites industriels qu'on peut voir au bord de la route et qui fument et qui émettent beaucoup de chaleur. Il y a des chiffres là-dessus. En Europe, il y a plus de 1175 sites industriels qui émettent 50 mégawatts. Qui perdent 50 MW de chaleur. Donc concrètement, ces 50 MW, si on prend un mégawattheure moyen à 80 €, ça correspond à 35 millions d'euros perdus chaque année par site industriel. Donc c'est vraiment un gisement qui est colossal. Et nous, on adresse un segment qui est aujourd'hui sans solution technique, qui est la gamme de température 60 à 150 degrés. Aujourd'hui, ils n'ont pas de moyen de valoriser cette chaleur à ces températures-là pour en refaire de l'électricité. Et alors du coup, comment est-ce que vous décarbonez ? Alors là, très basiquement, on produit l'électricité verte à partir d'un déchet. Et donc chaque machine, on le voyait dans la vidéo, c'est 350 tonnes de CO2 évitées par an sur un potentiel industriel uniquement, hein, sachant qu'on a d'autres marchés possibles, de 2 gigatonnes de CO2 par an. Parfait. Eh bien, nous allons maintenant regarder la vidéo technique préparée par Benjamin. C'est parti.
On est positionné sur la valorisation de la chaleur fatale, donc la chaleur perdue dans l'industrie. Et plus précisément, on est positionné sur la chaleur fatale basse température entre 60 et 150 degrés, ce qui représente un gisement de 30% de cette chaleur perdue dans l'industrie. Et on adresse cette problématique avec un nouveau cycle thermodynamique dans un produit qui s'appelle le Pulse et qui permet de convertir cette chaleur en électricité. Historiquement, on a développé la machine à vapeur. C'est ce qu'on appelle en termes scientifiques le cycle de Rankine. Le principe, c'est qu'on a un côté chaud, avec un échangeur de chaleur où la source chaude va venir chauffer de l'eau. La vapeur va passer dans une turbine, un organe moteur qu'on appelle un expanseur qui va, en détendant cette vapeur, entraîner une génératrice qui va produire l'électricité. En sortie de turbine, la vapeur, elle va se diriger vers un organe condenseur. L'eau va se refroidir, se condenser et l'eau condensée, ensuite, on va la remettre en pression avec une pompe pour retourner à l'évaporation. Le cycle de Rankine est adapté pour les hautes températures, autour de 350 degrés. Pourquoi? Parce qu'il utilise de l'eau comme fluide réfrigérant. À 1 bar, la pression atmosphérique, l'eau s'évapore à 100 degrés. Si par exemple on augmente à 5 bars, l'eau va s'évaporer non plus à 100 mais à 154 degrés. On a un lien comme ça entre température et pression. Donc l'eau est très adaptée thermodynamiquement sur des températures autour de 300-350 degrés, mais quand on descend à plus basse température, elle permet plus d'avoir un rendement suffisant. Donc on va utiliser d'autres fluides, des fluides organiques. On passe du cycle de Rankine au cycle organique de Rankine. Organic Rankine Cycle en anglais, ORC. Au lieu de mettre de l'eau à l'intérieur du cycle de machine à vapeur, on va mettre un fluide réfrigérant qui s'adapte en fonction de la température. Le cycle organique de Rankine se limite en termes de température autour de 120-150 degrés. En dessous de ces températures-là, le cycle est plus assez performant pour avoir une viabilité économique. Maintenant, l'idée, c'est de chercher à avoir un cycle plus performant pour pouvoir aller sur des températures plus basses. La différence du Pulse par rapport à un cycle organique de Rankine ou un cycle de Rankine, elle va se retrouver sur 2 points. Il va y avoir dans la machine des ondes de pression et de détente. Quand l'expanseur, qui est un piston, va travailler, il va créer une onde de détente qui va remonter en conduite jusqu'à l'évaporateur. Cette onde de détente va permettre de créer un moment de basse pression qui va créer une ébullition par à-coup. On appelle ça une ébullition flash. Cette évaporation flash va créer une onde de pression qui va remonter jusqu'à l'expanseur. Et une fois arrivée à l'expanseur, à l'arrière du piston, elle va permettre un travail plus performant du piston et donc produire plus d'énergie mécanique. Le deuxième point d'innovation, ça va être sur la partie recompression. Pour rappel, dans un cycle thermodynamique, on va chercher à avoir un côté haute pression, un côté basse pression. Côté basse pression, on va avoir tendance à stocker du liquide et côté haute pression, à le perdre parce qu'il s'évapore. Donc il va falloir recomprimer ce liquide pour recommencer le cycle et fermer la boucle. Dans un ORC ou dans un cycle de Rankine, la machine à vapeur, on va utiliser une pompe parce qu'on est à haute température, haut rendement, donc on peut se le permettre. Nous, on est un cycle basse température, donc un cycle à bas rendement. Donc pour réaliser la compression autrement qu'avec une pompe, l'idée ça a été d'utiliser le système des vases communicants. Le problème, c'est qu'un vase communicant classique, il ne va pas pouvoir combattre une grande différence de pression. Il va juste pouvoir transférer du liquide avec une différence de niveau. Nous, là, on doit vraiment combattre quasi 40-50 bars. Et si on avait un vase communicant standard, ça ne marcherait pas. Donc le principe, c'est qu'on va chercher à comprimer du liquide depuis une zone basse pression vers une zone haute pression. On va chercher donc à connecter les deux, mais on ne peut pas les connecter directement. Donc du coup, on va faire la connexion vers un sas. Ce sas va connecter à la fois les phases liquides et les phases gaz. Donc phase liquide et phase gaz ici. Alternativement, donc on va connecter le sas qui est ici au côté basse pression. Une fois que les deux vont être connectés, on va être à la même pression, donc environ 10 bars dans cette zone-là. Le liquide va venir comme ça pour re-remplir le réservoir. Et une fois que le réservoir est assez rempli, on va couper la connexion ici et connecter les deux. Quand les deux vont être connectés, on va avoir la même pression donc, dans cette boucle-là, qui va être environ de 50 bars. Une fois que la pression va être équilibrée entre les deux, le liquide va pouvoir s'écouler pour venir re-remplir l'évaporateur. Donc les industriels qui sont concernés par ces applications sont très nombreux. En premières installations qu'on vise, ce sont les circuits de refroidissement. Donc c'est assez transverse à toute l'industrie. Le business model qu'on propose en industriel, c'est effectivement une offre clé en main, full OPEX. C'est un container qu'on vient installer sur les sites industriels, qu'on vient connecter à la source chaude. Donc le ROI est immédiat. On lui propose un mégawattheure moins cher que celui qu'il peut avoir dans son contrat d'approvisionnement. On va lui permettre de réutiliser un déchet pour refaire de l'électricité verte, ce qui permet, en fonction du mix européen, d'économiser 350 tonnes de CO2 par machine et par an.
On va avoir des annuités qui vont être indexées sur la production d'électricité de chaque machine et Entente s'occupera de la maintenance et du support pendant toute la durée du contrat. C'est un marché qui est effectivement international aussi. On a déjà lancé des missions de prospection en Allemagne et en Italie. En termes de business plan, on prévoit une quarantaine de machines en 2029, ce qui nous permettrait d'atteindre 13 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2030. En termes de bilan écologique, le Pulse a un bilan très positif parce que sur sa durée de vie complète, il va être capable de permettre une économie de plus de 7000 tonnes de CO2. La première installation va être positionnée chez Michelin, sur le site de Clermont-Ferrand à Cataro, où on va aller valoriser un excédent de vapeur pour en refaire de l'électricité et l'injecter sur le réseau. Sur cette première installation, on va valoriser 1 MW de chaleur et on vise une production de 50 kW électriques. Sachant que cette taille de machine fera en réalité 100 kW électriques. C'est la consommation environ d'une centaine de foyers français. À l'échelle française, les 110 TWh de chaleur fatale, ça pourrait permettre de produire l'électricité pour l'ensemble d'une région française. Merci pour ces questions qui commencent à arriver. On va démarrer tout de suite par une question sur la partie propriété intellectuelle. Donc, vous avez des brevets. Quelle est la logique, et ça c'est aussi applicable certainement d'ailleurs pour GreenSpot, mais la logique d'avoir des brevets si aussi il y a cet aspect licence libre qui est important dans le cadre du déploiement de l'innovation chez Team for the Planet? Oui, alors effectivement, on a deux brevets. On a un brevet de concept sur la machine et on a un deuxième brevet sur un composant spécifique qui est une vanne rapide qui nous permet d'opérer le cycle. Alors, licence libre. La licence libre, elle a quand même. Donc, on est en train de travailler sur le sujet avec un premier partenaire. Donc, on est en plein dans ces sujets-là. Licence libre, ça ne veut pas dire qu'on a le droit de faire n'importe quoi. Donc, en fait, on a un cadre qui est défini dans cette licence et qui opère un peu tout ça. Donc, on est en train de structurer cette partie-là. Dans une première phase, ce qu'on envisage, c'est de commercialiser les pièces stratégiques. Donc, vendre aux licenciés des pièces qui sont compliquées à fabriquer et ce qui nous permettra aussi de pouvoir les proposer à tous les licenciés et du coup de faire baisser les coûts de production et du coup que tout le monde soit gagnant. Ouais, donc un modèle vraiment qui permet à la fois de faire en sorte que vous commenciez à avoir des marges importantes et un chiffre d'affaires important tout en facilitant la diffusion parce que s'il n'y a qu'un acteur qui diffuse tout, c'est beaucoup plus lent. Exactement. Et comme on est en train de le constater, on n'a pas beaucoup de temps pour s'adresser au problème du climat. Non, et j'allais juste ajouter que contrôler aussi l'IP, c'est important pour pouvoir en faire ce qu'on veut. Donc c'est important en fait d'avoir ces brevets pour justement mettre en place ce type de modèle. Oui, sans brevet, de toute façon, on ne pourrait pas imposer des règles. Hein, donc, quel est l'intérêt? Je pense qu'il y a un problème dans la question. Quel est l'intérêt ou une obligation réglementaire pour un industriel d'investir dans l'installation? Ah oui, d'accord. Je pense que ce qu'il veut dire, c'est en fait quelqu'un qui va acheter la machine, est-ce qu'il le fait pour des raisons réglementaires ou pour une autre raison? Alors, bon, là-dessus, j'aimerais bien dire qu'il le fait pour décarboner, mais pour être tout à fait transparent, il le fait vraiment pour des questions financières. C'est-à-dire que la machine lui permet d'avoir un retour sur investissement assez rapide, et c'est vraiment ça qui drive les contacts qu'on a aujourd'hui dans notre pipe. Nous, on préfère largement qu'il le fasse pour des raisons financières, je vous rassure. Donc voilà, après, sur la partie réglementaire, en France, les industriels n'ont pas d'obligation de valoriser la chaleur. Par contre, ce n'est pas le cas ailleurs, notamment en Europe. On a certains pays qui imposent de travailler sur la valorisation de la chaleur fatale, notamment en Allemagne, qui en plus a une électricité très carbonée et beaucoup plus chère qu'en France. Donc pour nous, c'est vraiment un marché qu'on espère adresser très vite. Oui, c'est un point important, c'est que vous, en fait, votre impact climat, il est plus fort là où l'électricité est produite de façon sale, hein, c'est clair. Et aussi, vous avez plus de capacité même d'adoption si l'énergie, en tout cas l'électricité, est chère. C'est les deux points. Complètement. Donc vraiment, finalement, la France, c'est le pire des marchés possibles. Donc vous commencez par le plus dur. C'est ça. On arrive à se développer en France, on a de bonnes chances ailleurs. Voilà. Une fois que vous avez fait la France, après, vous pliez le monde entier. Est-ce que vous avez un institutionnel qui valide votre concept parce que le produit a l'air fou? Alors oui, dès le début, on a commencé justement à travailler avec des labos parce que petite société, forcément pour nous suivre, il nous fallait de la crédibilité. Et c'est pour ça qu'on a commencé à développer la machine au laboratoire de thermodynamique de l'Université de Liège, donc en Belgique, qui sont des institutionnels reconnus dans le domaine. Donc ils travaillent à la fois sur les machines type pompe à chaleur, mais également sur toute leur spécialité, c'est tous les expanseurs volumétriques de machines ORC. Donc notamment les équipes de Vincent Lemort qui sont reconnues là-dessus, et on a bossé pas mal d'appels à projets avec eux, et le premier step scientifique de l'entreprise était jusqu'en 2021-2022 avec eux.
Est-ce que vous avez pu pousser le bouchon plus loin qu'à Liège, par exemple, je ne sais pas moi, d'autres, parce que là on parle d'institutionnel, mais ça peut être aussi des clients, voilà, des entreprises un peu connues, quoi. Ouais, alors pour continuer rapidement sur le côté scientifique, et on va passer sur les entreprises un peu connues. Et puis on reviendra aussi sur le comité scientifique de Team for a Planet qui est sérieux aussi, si je peux me permettre. Côté scientifique, donc on avait en effet un gros consortium, donc avec le laboratoire Steam and Boiler à Athènes. On avait le Norwegian University of Technology and Science, donc en Norvège, deux labos. Voilà pour le gros consortium scientifique quand on avait posé un appel à projet européen. Si je passe maintenant côté entreprise, donc nous on est souvent visité, donc à la fois on a eu des appels à projets décarbonation par exemple par GRDF qui a mentionné donc le Crigen de Engie pour venir nous auditer techniquement. Le Crigen a été assez impressionné par la technologie et la qualité de nos développements. On a eu il n'y a pas longtemps la visite des équipes de... C'était GRDF? Non. Suez, merci. On en fait trop en ce moment. Et on sent. Ouais, donc les équipes de Suez qui, pareil, ont vraiment apprécié la technologie, le concept, et avec qui on pousse du coup un déploiement potentiel sur leurs incinérateurs. Et puis, ce qui était important pour nous sur le volet développement, c'était d'être validé par des industriels qui sont assez durs sur les critères d'implantation de la technologie, parce que c'est une technologie qui est complexe à implanter dans le sens où elle contient de l'ammoniac, qui est un fluide toxique et potentiellement inflammable. Et là, du coup, notre première implantation, elle se passe chez Michelin, sur le site, l'usine de Clermont-Ferrand, Catarou. Michelin sont reconnus pour leur aspect très sérieux côté implantation et très difficile. Et pour nous, ça se passe très bien. Là, on passe toutes les métriques d'implantation. Donc voilà, sur tous les volets, la techno est assez reconnue. Et peut-être juste un mot pour compléter, on a aussi, c'est une techno qui a, en tout cas, le projet a aussi été aidé par des institutionnels ADEME et BPI, notamment sur la R&D, puisqu'on a eu iLab, iNov qui nous ont quand même bien facilité la R&D. Parfait. Donc, quel est le rendement du cycle à la fin? Alors le rendement il est toujours assez variable en fonction de la source. On le voyait dans la vidéo en fait, plus on vient baisser la température de source, en réalité la différence de température entre la source chaude et la source froide, pour la source froide généralement on va prendre un point de design à 30 degrés qui est l'air ambiant, plus on vient du coup baisser la température de la source chaude et plus on vient baisser le rendement théorique. Donc le rendement il se calcule en fonction de cette différence de température. Globalement on peut l'estimer entre 5 et 15% de rendement sur la chaîne. Oui, là, je rajoute le côté peut-être un peu commercial, mais c'est du rendement net, c'est-à-dire que c'est vraiment ce qui est produit pour l'industriel. Est-ce que le Pulse est adapté aux data centers? Alors les data centers, c'est un marché qu'on estime encore émergent. On voit une évolution récente, notamment avec les composants d'IA. On voit que les data centers sont en train de choisir deux stratégies. Il y a le volet qui choisit les stratégies finalement de composants à basse température, où on va beaucoup consommer d'énergie dans la source de refroidissement. Finalement, on va avoir des sources à gros débit où on va chercher à rester basse température. Et puis, il y a les autres composants qui nous intéressent plus, nous, qui sont les composants qui, eux, vont permettre une augmentation en température. Donc là, on va économiser sur la source de dissipation de chaleur. Les pompes vont moins consommer, les groupes froids vont moins consommer. Par contre, le composant va être moins performant thermodynamiquement parce que forcément, il va chauffer. Et là, nous, on a notre carte à jouer. Pourquoi donc continuer à vouloir construire de nouvelles centrales nucléaires si ça marche et pas y aller à fond? En fait, une centrale nucléaire va être très performante thermodynamiquement parce qu'elle va chauffer à 350 degrés de l'eau. Et donc, comme je le disais juste avant, plus on est chaud, plus on a du rendement. Donc, la centrale nucléaire, c'est l'idée. On va retrouver la même chose sur les centrales charbon, sur les centrales gaz. C'est des choses qui sont très performantes thermodynamiquement. Mais ces cycles-là, ils ont toujours une perte de chaleur. Ils ne vont pas chercher les derniers points d'efficacité. Et c'est là qu'on a notre carte à jouer. Finalement, nous, on n'est pas concurrents, on est complémentaires de ces technologies. Et donc, ça va être la même chose avec les centrales nucléaires, ça va être la même chose avec les ORC. Finalement, tous nos systèmes thermodynamiques aujourd'hui, nous, on est un cran en dessous en température. On vient là où ils n'en étaient pas capables et on vient les compléter.
Alors, en restant très synthétique, il y a quelqu'un qui nous dit que c'est un vieux sujet sur lequel j'ai travaillé pour le CEA, donc le Centre de l'énergie atomique, Commissariat à l'énergie atomique. Malheureusement, aucun cycle thermodynamique avec des gaz fréons ne permet à date de faire cette conversion. C'est vrai. C'est totalement vrai. Donc les fréons, pour reprendre, donc c'est finalement tous les gaz qui utilisent du fluor. C'est ce qu'on appelle ORC, on en parlait dans la vidéo, Organic Rankine Cycle, donc cycle organique de Rankine. Et pourquoi organique? Parce qu'on utilise des chaînes carbonées sur lesquelles on ajoute du fluor ou des atomes de chlore, un peu voilà, de la chimie fine. Et ça on a adapté le fluide, tu m'as dit faire vite, je vais faire vite. On a adapté le fluide par rapport aux températures. Ces cycles-là, c'est des cycles qui fonctionnent à débit constant, pour faire très simple. Voilà, on cherche à avoir un débit le plus constant possible dans la machine. Nous, sur notre cycle, la machine s'appelle pulse parce qu'on va créer des écoulements pulsés. Et en fait, on va se servir de cette dynamique des fluides pour avoir des moments de haute pression, des moments de basse pression. Les moments de haute pression nous permettent d'avoir plus de rendement, plus de travail au niveau de l'expanseur. Les moments de basse pression, d'avoir un point d'évaporation plus bas. Et notamment quelques autres améliorations dans le cycle. Ça nous permet d'avoir plus de rendement et donc d'être viable économiquement à plus basse température. Alors, dernière question, est-ce que le volume occupé par le pulse, qui est quand même pas une machine minuscule, ça peut être un frein? Alors non, parce qu'en fait, dans le design, le pulse occupe relativement peu de surface au sol parce qu'il est mis à la verticale. Donc on est sur une surface de 2,5 mètres par 2,5 mètres. Et effectivement, il faut rajouter la source froide. Donc on va chercher quelques dizaines de mètres carrés en plus. Mais dans l'industrie, aujourd'hui, on n'a pas cette problématique de place. Dans l'industrie, on a de la place en haut, mais pas... ça prend pas beaucoup de place par rapport à ce que ça permet de produire. Donc on n'a pas cette problématique-là. Ouais. Merci beaucoup à tous les deux. Une petite annonce. Merci. Une petite annonce. Techniquement, on va trouver une solution très très intéressante pour limiter l'impact de la source froide et possiblement l'inclure à la machine. D'accord, donc ça veut dire qu'en fait là, vous avez trouvé une solution récemment pour arriver encore à améliorer cette question. Tout à fait. Parfait. Merci à tous les deux. Donc, nous arrivons maintenant à la dernière partie, la plus courte, qui concerne plus le pratico-pratique, parce que c'est bien de dire je veux investir, mais comment on fait concrètement? C'est là que Ronan va vous livrer tous les secrets de la magie de Kinest. Donc, Ronan, je te laisse la parole. Et puis, si vous avez des questions du coup pratico-pratiques sur l'investissement ou sur Kinest, à ce moment-là, c'est le moment de les poser. Et puis comme ça, Ronan pourra y répondre. Ronan, je te laisse la parole. Ouais, merci Mehdi. On vous partagera d'ailleurs à la fin de ce live un QR code qui va vous permettre de faire votre réservation ou potentiellement d'augmenter, si vous avez été convaincu par la qualité de ces lives, vos réservations. Donc ça, c'est le point de départ qui va vous permettre de sécuriser votre place pour ces levées de fonds. Donc là pour préciser, on parle vraiment du site sur lequel vous vous êtes inscrit, et vous pouvez toujours vous inscrire en liste d'attente. Le fait d'être là-dessus ne vous a pas fait investir. C'est vraiment juste parce que vous avez une période de priorité. Pourquoi on fait ça? Parce que comme ça nous permet de faire en sorte que ceux qui veulent vraiment investir, qui veulent être sûrs d'avoir leur place en avance et ne soient pas déçus le jour J, on leur réserve une période de 24 heures où il n'y a que eux qui peuvent investir. Après les 24 heures, on relancera, s'il reste de la place, à tous les actionnaires qui n'étaient pas sur la liste d'attente. Et le fait d'être sur la liste d'attente fait que vous êtes identifié par Kinest et que aussi on vous a prévenu qu'il fallait créer votre compte en amont parce que ça nécessite quelques validations et donc il ne faut pas débarquer le jour J, Exactement. le café à la main à 9h parce que là sinon ça va pas le faire. C'est ça. Ça, c'est la deuxième étape. Donc pour ceux d'entre vous qui ont déjà participé aux premières levées de fonds l'an dernier, vous avez peut-être déjà un compte. Si c'est le cas, je veux dire, vous êtes déjà paré. Il faut simplement potentiellement faire le changement pour bien utiliser l'adresse mail que vous utilisez pour votre compte Team for Planet. Comme ça, on peut bien faire le matching et le parcours sera le plus fluide possible. Et si vous n'avez pas de compte Kinest, vous aurez du coup un lien dans l'email de confirmation de la réservation de vos investissements pour pouvoir aller sur la plateforme, créer votre compte et vérifier votre identité. Ça, c'est vraiment les deux étapes qui sont vraiment importantes pour pouvoir être fin prêt le jour J. Et pour rappel, le jour J, c'est le 28 juillet à 9h, donc c'est un mardi. Et donc, vous aurez 24 heures de priorité si vous avez réservé votre investissement. On peut investir dans une ou plusieurs étoiles, c'est ça ?
Tout à fait, vous pouvez investir dans toutes les étoiles si vous le souhaitez ou dans seulement une ou deux d'entre elles. D'un point de vue investissement, vous pouvez investir en tant que personne physique, c'est-à-dire pour vous-même. Vous pouvez investir via votre entreprise ou votre holding patrimonial si vous en avez. D'un point de vue fiscal, on l'a dit, l'investissement PEA est disponible à partir de 2 000 € d'investissement. Pour information, si vous êtes chez Boursorama, Boursobank, c'est 3 000 € la limite. Et du coup, vous avez aussi un avantage fiscal sur l'impôt sur le revenu. Donc, on a eu la question pour Midi Pile, qui a un statut GEI, où là, la réduction est de 30%. Donc, vous investissez 1 000, vous avez 300 € de réduction sur votre impôt sur le revenu en 2027. Pour GreenSpot et Entente, c'est deux entreprises qui sont un petit peu plus âgées, qui n'ont plus du coup ce statut de JEI, mais pour lesquelles il y a toujours un avantage fiscal, mais cette fois de 18%. Donc là, pareil, 1 000 €, c'est 180 € de réduction d'impôt sur le revenu en 2027. Et point très important que je me permets de rappeler, vous ne pouvez pas cumuler les deux avantages fiscaux, PEA et réduction d'impôt sur le revenu. Il faut choisir celui que vous souhaitez. Et quand tu dis 3 000 € par exemple pour Boursorama sur le PEA, c'est 3 000 € en tout sur les trois entreprises? Non, c'est projet par projet. C'est projet par projet. C'est vraiment à avoir bien. Chaque opération est traitée indépendamment. Alors, qui peut accéder? Est-ce que donc il faut être actionnaire? Est-ce qu'il y a des limites d'investissement en fonction de critères? Oui, tout à fait. Alors, ces levées de fonds sont réservées exclusivement aux actionnaires Team for the Planet. Donc, dans cette logique d'avoir participé collectivement au dérisquage et de pouvoir maintenant investir en direct et tirer un peu les fruits de ce travail collectif. Et j'imagine que si vous êtes présent sur ce live, il y a de grandes chances pour que vous le soyez déjà. Si ce n'est pas le cas, vous contactez les équipes de Team for the Planet pour devenir actionnaire. Et d'un point de vue limitation, il y a une règle qui avait été introduite l'an dernier qui avait été pas forcément appliquée de manière hard parce que voilà, c'était vraiment l'introduction, il fallait initier les gens. Là, cette année, on commence à appliquer ensemble cette règle qui est donc que l'investissement dans chaque entreprise est limité par rapport au montant que vous avez investi en Team for the Planet avec un plancher qui est le ticket minimal de 500 €. Mais vous pouvez toujours faire une réservation sur un montant plus important si dans le formulaire de réservation, vous engagez à racheter des actions Team for the Planet lors de la campagne de fin d'année. Mehdi, tu veux peut-être dire un mot qui est... Non, c'est exactement ça. Peut-être un exemple concret sur l'histoire du plancher. Donc si par exemple j'ai investi 100 € dans Team for the Planet, je peux quand même investir 500 € dans les étoiles. Voilà, quoi qu'il arrive. Et si vous voulez investir 1 000 €, il faut que vous engagiez à racheter 900 € d'actions Team for the Planet, du coup, pour arriver à ce seuil de 1000. Et il faut bien savoir que ce seuil est applicable projet par projet. C'est-à-dire que si vous avez 1000 actions de Team for the Planet, vous pouvez investir 1 000 € dans chacune des entreprises de ces 3 levées et aussi dans le futur. Eh ben, merci infiniment Ronan, merci à Kinest pour opérer cette levée. C'est beaucoup de travail, donc bravo aussi à vous pour rendre les choses le plus simple possible. Vous êtes disponible pour les questions. Voilà, vraiment, vous avez la possibilité de contacter Kinest pour vous aider si jamais il y a la moindre difficulté. Exactement, l'adresse mail c'est support@kinest.co. N'hésitez pas, on est très réactifs et on a aussi des personnes en interne pour pouvoir vous prendre rendez-vous en direct si vous souhaitez échanger sur les projets, sur l'investissement, sur les sujets fiscaux. J'imagine que vous devez avoir plein de questions, donc surtout n'hésitez pas à nous contacter, on est disponible. Et si par hasard il vous reste encore des questions que vous n'avez pas pu poser, à laquelle on n'a pas pu répondre, vous pouvez nous écrire soit à Kinest, soit à nous directement Team for the Planet en cliquant sur la page contact de Team for the Planet. Envoyez-nous n'importe quelle question, vous aurez une réponse. Merci infiniment à tout le monde. On est content d'avoir pu vous parler en direct. Merci pour la pertinence des questions. Je vous dis donc à très bientôt et donc au 28 à 9h pour lancer cette campagne et donc concrétiser vos investissements. Et puis bien sûr, à bientôt pour toutes les nouvelles aventures de Team for the Planet qui sont en préparation. Nous ne serons pas à voir de dinguerie cette année. À bientôt. Bonne fin de journée à tous.